Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le secteur hôtelier, avec notre dossier du jour qui sera consacré aux écoles de formation hôtelière en Guinée équatoriale. Au programme également de cette émission, la Cour constitutionnelle cambriolée en Afrique du Sud, au lendemain d'une mise en garde prononcée contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Et au Congo, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela vient de lancer sa formation politique. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes. Jean-François Canticomé, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Et Malik Achir, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Tout de suite, l'actualité du jour. Alors que le gouvernement du président Jacob Zuma venait d'être critiqué par la Cour constitutionnelle dans une affaire de paiement d'aide sociale, les bureaux de la Cour ont été cambriolés. Les 15 ordinateurs dérobés contiennent des informations sensibles sur 250 juges. Une affaire qui éveille les soupçons de l'opposition. Zahra Mohamed-Moutiu. Le cambriolage en Afrique du Sud. Cette fois, c'est la Cour constitutionnelle qui a été visée. Samedi 18 mars, les bureaux situés à Johannesburg du juge Mogoeng Mogoeng, président de la Cour constitutionnelle, sont visités. Aucune information sur les auteurs ni sur le mode opératoire, mais une dizaine d'ordinateurs contenant des informations sensibles sur 250 juges sud-africains ont été dérobés. Ça n'agrandit pas la démocratie sud-africaine, qui est une démocratie majeure. Opposition et pouvoir doivent pouvoir se retrouver autour d'une table et aller à l'essentiel pour trouver des solutions qu'une cour extrêmement haute, comme la cour constitutionnelle d'un grand pays comme l'Afrique du Sud, soit visitée. Donc il y a effectivement des failles. Les responsabilités doivent être situées au niveau de la sécurité de cette cour-là, au niveau même de l'État. Vendredi, la veille du cambriolage, la Cour constitutionnelle avait explicitement critiqué le rôle du gouvernement dans la crise des allocations familiales. Et ce cambriolage du plus haut magistrat du pays n'a pas tardé à soulever les suspicions dans les rangs de l'opposition qui mettent directement en cause le ministère de la Sécurité. Je parie que c'est Malobo. Manœuvre d'intimidation de la justice. Malobo, il s'agit de David Malobo, le ministre de la Sécurité. L'ANC au pouvoir dénonce des allégations farfelues et des théories du complot. Et le ministre de la Sécurité a d'ores et déjà publié un démenti. Jean-François, c'est une affaire qui tombe très mal pour le président Jacob Zuma. C'est une affaire qui tombe très mal, mais en même temps, on peut comprendre la suspicion. On peut comprendre la suspicion. La Cour constitutionnelle est quand même une grande institution de ce pays, comme de tous les autres pays d'ailleurs. Et si j'ai bien compris, les bâtiments de la Cour constitutionnelle sont en Afrique du Sud des bâtiments sensibles. Donc normalement, bénéficiant d'une protection accrue. Et il est assez curieux que ce vol ait pu se perpétrer. Et il est assez curieux en plus, si on croit les informations que nous avons, que les cambrioleurs aient su exactement où aller pour récupérer les disques durs, en tout cas les ordinateurs dont il s'agit. Et puis, si ça avait été dans un autre pays où il n'y avait pas de difficulté, où on avait simplement d'abord une Cour constitutionnelle qui n'a comme compétence que le contrôle de la constitutionnalité des lois, on se dirait, bon, ils vont avoir des dossiers qui ne servent à rien, qui ne compromettent personne. Mais ici, nous avons affaire à une Cour constitutionnelle qui a quand même la compétence de contrôler le gouvernement et qui a déjà fait des remontrances au gouvernement, de remettre en cause le président de la République. Et nous savons qu'il y a des dossiers sensibles qui attendent le président de la République qui est au bout de son mandat et qui ne sera donc plus protégé par l'immunité présidentielle. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, et plutôt que de démentir les démentis ou les allégations, je pense que le rôle d'un ministre de l'Intérieur dans ces circonstances-là, c'est de fournir des faits qui expliquent ces bizarreries et ces curiosités. Malik, le cambriolage est survenu au lendemain d'une sévère mise en garde de la Cour constitutionnelle à l'encontre du gouvernement, du président Jacob Zuma. On peut comprendre les soupçons de l'opposition ?
Les soupçons de l'opposition viennent à ce stade parce qu'on est justement dans un moment de la vie politique sud-africaine assez particulier. L'ANC au pouvoir est très critiquée pour sa justement gestion des affaires du pays. Dès lors, une petite affaire ou une grosse affaire comme celle-ci peut susciter justement des crispations, notamment de l'opposition. Donc on est un peu dans une nouvelle affaire qui risque encore de créer un fossé entre les partis de l'opposition et l'ANC qui est déjà bousculée par sa gauche, par d'autres partis qui essayent justement de lui ravir cette position de parti majoritaire en Afrique du Sud. Donc c'est une affaire qui jette le trouble. Jean-François a raison de dire, le ministère de l'Intérieur, sa fonction première, sa priorité, c'est d'enquêter sur les faits et ne pas justement démentir certaines allégations. C'est peut-être des allégations, c'est peut-être des affirmations qui sont véridiques. Il faudra laisser la justice mener son enquête. Mais c'est vrai que ça arrive au moment où une affaire éclate et bien évidemment, logiquement, on peut justement supputer qu'il y ait un lien de cause à effet avec cette affaire et cette affaire qui traite justement des versements des prestations sociales. Jean-François, qu'est-ce que cela impliquerait si le gouvernement était lié de près ou de loin à un tel cambriolage ? Le gouvernement est placé sous l'autorité d'un président de la République. D'abord, sur un plan judiciaire, c'est un crime. C'est un crime. On n'est pas loin de la forfaiture lorsque on a des faits de ce type-là. Et c'est sans doute le crime le plus grave, le crime politique le plus grave. Et qu'ils interviennent dans une démocratie, grande démocratie comme l'Afrique du Sud, on se met depuis quelque temps avec l'odeur sulfureuse de ces affaires. On le regrette d'autant plus que c'est le pays d'un grand homme qui n'est plus, Ouaziba, il n'est plus, mais c'est ce pays qui avait fait la fierté de l'Afrique et des Africains, avait fait la fierté aussi d'une forme de gouvernance, etc. Et puis depuis que Jacob Zuma est arrivé, on a affaire sur affaire. Je lui souhaite qu'il ne soit pas impliqué dans cette opération-là, parce que non seulement c'est un signal politique extrêmement déplorable, mais sur un plan constitutionnel, il risque d'être balayé par un coup de typhon. Justement, avec toutes ces affaires qui s'enchaînent, est-ce qu'on peut penser à un départ du pouvoir avant la fin de son mandat ? Je crois que lui-même, s'il avait eu la conscience politique de dire qu'il pourrait se démettre, il l'aurait déjà fait depuis fort longtemps. Il a eu plusieurs occasions. Il s'est offert personnellement plusieurs occasions de démissionner en commettant certains forfaits. Il ne veut pas démissionner. Il restera jusqu'au bout de son mandat. Et si on avait été dans un autre pays, j'aurais même rajouté qu'il se serait ajouté un 3e mandat ou un 4e mandat pour rester encore plus. La seule hypothèse, c'est qu'il soit démis de ses fonctions si des faits qu'il aurait commis, dont il aurait été l'auteur, permettent cette démission d'office. Mais bon, on n'en est pas encore là et je ne voudrais pas faire des plans sur la comète. Ouais. Merci. Dans l'actualité également au Congo, Guy Brice Parfait Kolela, opposant arrivé 2e à la présidentielle de mars 2016, a lancé sa formation politique, l'Union des démocrates humanistes Yuki. C'est le nom de ce nouveau parti. Guy Brice Parfait Kolela se dit disposé à collaborer avec d'autres formations de l'opposition. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Guy Brice Parfait Kolela évoluera désormais sous les couleurs de l'Union des démocrates humanistes Yuki, son nouveau parti politique. Après son élection à la tête de ce nouveau label, le dimanche 19 mars 2017 à l'occasion du Congrès national extraordinaire, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle a proposé la mise en place d'une commission vérité, justice et paix. Aujourd'hui, nous avons acté la naissance de l'Union des démocrates humanistes Yuki, notre nouveau parti politique. Et si nous voulons que le Congo soit une véritable nation éprise de paix, l'instauration d'une commission vérité, justice, paix, décrisperait le climat politique observé par tous. C'est sous l'impulsion de la CODEA que Guy Brice Parfait Kolela avait battu campagne en 2016 avant de terminer 2e de l'élection présidentielle avec 15,04% de suffrages. Aujourd'hui, le député de Kinkala veut se servir de l'engouement suscité par ce résultat afin de rallier à lui les partis de l'opposition pour la fondation d'une plateforme crédible.
J'entends à travers la manifeste synergie née de la campagne présidentielle poursuivre avec l'UDH-UKI la politique de la main tendue à tous les partis, les associations politiques et à toutes les individualités épris de paix et de justice qui m'ont soutenu pendant cette campagne présidentielle. L'UDH-UKI est un parti libéral humaniste qui prône aussi le développement intégral. Son symbole est une jarre d'eau fraîche représentant la renaissance, l'espérance et gardienne de la source de vie. Jean-François, Guy Brice Parfait-Kolela est arrivé deuxième à la présidentielle de mars 2016. Est-ce qu'il peut drainer son électorat de la présidentielle derrière ce parti qu'il vient de créer ? Je ne sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas, c'est son pari. C'est un pari qui arrive à un moment où on peut se dire que l'objectif poursuivi à travers ce nouveau parti politique UKI, c'est le renouvellement politique au Congo, d'une manière générale, et peut-être prendre le leadership de l'opposition, d'autre part. Il ne faut pas oublier que Parfait Kolela avait été, en plus d'avoir été deuxième lors des élections présidentielles, il était membre du FROCAD, c'est-à-dire une plateforme qui était contre le renouvellement de la Constitution, le changement de Constitution, et il y occupait une forte place. Donc il y a aussi cette synergie-là qu'il essaye de récupérer maintenant avec sa position aux élections présidentielles. Je crois aussi qu'il a envie de se débarrasser de quelque chose qui risquait de le tirer vers le bas. Il se trouve que Parfait Kolela a pris la direction du parti de son père lorsqu'il est décédé en 2009 et que cette direction a été disputée. C'était même une dispute familiale puisque son frère a emporté une partie du parti politique et s'est inscrit dans la majorité, non pas dans l'opposition alors que lui-même est dans l'opposition, et je pense qu'il ne peut pas continuer comme ça à être une personnalité contestée dans son propre camp et dans son propre pays. Ce ne sont pas les conditions pour pouvoir avancer. Et je note aussi, et j'en aurais terminé là, je note aussi qu'il est intéressant, le positionnement politique de ce nouveau parti UKI est assez intéressant. Il y a des thématiques liées au développement sur lesquelles il insiste, des thématiques aussi de sécurité publique dans lesquelles on aurait pu penser qu'il prendrait une position beaucoup plus offensive, notamment autour de la guerre du Pool. Voilà, c'est ce qu'il tient à défendre les populations du Pool. Défendre les populations du Pool, mais en tant qu'acteur amenant la pacification. D'une certaine manière, moi, la manière dont je le lis, c'est qu'il se pose aujourd'hui en un interlocuteur de dialogue avec le président Denis Sassou Nguesso. Non pas comme un dénonciateur de ce qui se passe, bien entendu il le fait, mais il le fait d'ailleurs à mots couverts. C'est un positionnement politique qui est assez intéressant. Et parce qu'il invite ces populations de la région du Pool à revenir dans leur village, à revenir dans les villes, puisque la conséquence de la guerre du Pool, c'est qu'il y a beaucoup de personnes déplacées, une très grande partie de la population se trouve dans la brousse et dans les forêts, et lui, le pari, en tout cas sur l'objectif qu'il se donne, c'est que ces populations puissent revenir sur leur lieu de vie et leur lieu de travail, mais pour cela, il faut que le conflit qui existe aujourd'hui cesse. Il faut qu'il aille vers sa fin. Et comment peut-il aller vers sa fin si on n'engage pas de dialogue avec le pouvoir qui est en place et avec les forces de sécurité qui sont en train d'agir dans cette région, et peut-être aussi en étant le porte-parole et le porte-voix des populations du Pool dans ce dialogue-là. Merci. Nous avons marqué une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.